Mademoiselle, merci. J'ai peu de choses à ajouter. Je pense que fondamentalement, il y a une approche à la fois économique et juridique. Je pense que la première question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est finalement le Bitcoin. Est-ce du vent ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus substantiel? Mais au-delà de cette question, est-ce du vent ou est-ce substantiel, si on l'appréhende d'un point de vue juridique, est-ce que c'est une vraie monnaie? Ou est-ce que c'est pas une monnaie? Est-ce que ça peut être un instrument financier? Est-ce que ça peut être un instrument de paiement? Et si c'est ni une monnaie, ni un instrument de paiement, ni un instrument financier, est-ce un bien? Mais peut-on considérer que c'est un bien? Et bien sûr, voyez-vous ici, ce qui n'a pas été dit, mais je pense qu'il faut absolument le mettre en perspective, c'est que déjà, je dirais, les autorités se sont intéressées au Bitcoin. Vous avez eu le document de la Banque de France, fin décembre 2013. Vous avez eu aussi un document de l'EBA, c'est-à-dire l'autorité bancaire européenne. Et toutes ces deux autorités ont attiré l'attention sur les dangers du Bitcoin. Les dangers pour les particuliers, parce que vous achetez finalement sur des plateformes, dont une a fait faillite, notamment au Japon. Vous achetez du Bitcoin, mais certes, vous l'utilisez dans des réseaux de commerçants, mais après, il faut bien convertir en quelque sorte. Et c'est vrai que la question, c'est de savoir finalement comment appréhender juridiquement. Vous avez eu un arrêt de cour d'appel de septembre dernier qui a essayé d'appréhender juridiquement le Bitcoin par l'intermédiaire des services de paiement. Et c'est vrai qu'ici, l'analyse n'est pas, me semble-t-il, totalement convaincante. Mais bien sûr, je crois qu'il faut avoir, au départ de cette matinée, c'est vrai, fondamentalement, c'est qu'est-ce que c'est, comment le qualifier, doit-on le réguler? Mais me semble-t-il, il y a aussi une approche qui est largement sociétale pour les États. C'est un dépérissement, peut-être, si on l'analyse comme une monnaie. Si c'est pas une monnaie, c'est autre chose. Parce que là, il n'y a peut-être pas autant de problèmes. Et peut-on interdire? En tout cas, voyez-vous, le Bitcoin, c'est pas la problématique n'est pas spécifiquement française. En réalité, je suis allé à Singapour et j'en ai parlé dans un cabinet d'avocats, et le cabinet d'avocats m'a donné une newsletter où il y avait un article sur le Bitcoin à Singapour. Et ce sont exactement les mêmes problématiques. Comment les appréhender? On voit bien que le phénomène est assez global, assez mondial, et c'est vrai qu'il y a cette problématique, je dirais, très intense entre les États et le secteur privé qui est ici en cause. Bien sûr, le Bitcoin, comme vous disiez, c'est dangereux pour les particuliers. Le Bitcoin, c'est fabuleux pour faire du blanchiment. C'est évident. Surtout si ce n'est pas contrôlé. Et voyez-vous ici, si on s'interroge comment on l'appréhende d'un point de vue la qualification juridique, ce dont on va nous parler évidemment aussi, n'est pas sans intérêt. Parce que si vous dites que c'est un instrument financier, c'est l'AMF, a priori, qui est compétent. Si vous dites que c'est un instrument de paiement, ça sera la Banque de France et la CPR. Bon. Concrètement, vous avez débuté la commence en 2008 par un article qui a été publié par un certain Satoshi Nakamoto dans une obscure liste de cybercryptographie qui s'intitulait Bitcoin, fierté électronique HSL. Le problème, c'est que ce Satoshi Nakamoto, personne ne sait qui c'est. Le problème, c'est qu'il a publié un message sur ce mailing, c'était le premier message qu'il a publié, personne n'avait jamais entendu parler de lui. Donc, les gens essaient de faire des recherches Google sur son nom, ça passe que c'est un pseudonyme. Cette personne communiquait avec une communauté sur 2010, depuis qu'il avait pu donner ses vues. Du coup, on ne sait même pas si c'est une personne, c'est un groupe de personnes. Ça se trouve, c'était financé par des entreprises. Personne n'en a aucune idée, donc il y a eu un paquet de théories qui s'appuie sur Internet pour savoir son identité de cette personne et de ces personnes. Bon, concrètement, le Bitcoin, c'est la première implémentation qu'on appelle une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui n'a pas d'autorité centrale et qui est générée de manière complètement décentralisée. Ce n'est pas créé à partir de rien. Les données scientifiques et les compétences nécessaires à la création du Bitcoin ont été développées depuis environ les années 1998. Donc, ça reste la monnaie électronique, la crypto-monnaie la plus importante à ce jour. Donc,
J'ai regardé hier, il y avait environ 13 millions de bitcoins en circulation. Ça représentait, hier, ça change assez vite, c'est très fluctuant, ça représentait 5,5 milliards d'euros. Donc pas totalement négligeable. Il faut que ça passe complètement à l'autre. Quand j'échange une pièce de 5 francs, je dis 5 francs, pas français, suisse, parce que l'exemple de Saussure, c'est la pièce de 5 francs suisse, la thune. Le mot thune vient de là, c'est de la thune. On parlait de thèse et de thune. C'est ça la monnaie, hein, c'est pas le bitcoin, c'est la thune. Donc, quand je vous donne une thune, une pièce de 5 francs suisse, ça s'appelle comme ça. Elle est à vous maintenant. Complètement à vous. Donc c'est ce que j'appelle la propriété de transférabilité complète de la monnaie. Elle doit passer complètement. Ce qu'il a fallu résoudre dans le cas des bitcoins, c'est que la transaction passe complètement. Le support de la transaction passe complètement de Albert à, comment ça s'appelle l'autre, Béatrice. Donc ça passe complètement d'Albert à Béatrice. Il ne faut pas qu'Albert, imaginez que je veux échanger de l'information. Je sais par exemple que le président de mon université s'appelle M. Guillaume Lett. Et je livrerai cette information absolument cruciale à un collègue qui sans doute ne le sait pas, hein, bien sûr. Vous savez. Imaginez que cette information est une valeur. Le problème, c'est que j'ai gardé l'information et j'ai passé à mon collègue l'information. C'est ce que je ne fais pas avec la monnaie, il faut que ça passe complètement pour que ce soit de la monnaie. Donc il a fallu résoudre ce problème avec le bitcoin. Mais il me semble que le bitcoin, pour aller vite, est le type de monnaie qui va maximalement à la limite proximale du langage. Plus loin, ça devient vraiment révolutionnaire et ça cesse d'être archaïque. De spéculation, ça appelle sans doute une régulation sur le terrain juridique, c'est ça qui nous intéresse, mais objet de spéculation, ça ne correspond pas à une définition juridique donnée, ce n'est pas une qualification juridique. Donc, quand on est dans la boîte à outils, on va envisager la chose comme un objet. On a là aussi plusieurs même petites boîtes à outils, c'est une grande boîte à outils. On va avoir le droit commun, comme on a vu en première partie. Là, c'est le droit des contrats. On va envisager le code dans une opération isolée, objet de contrat. Et ensuite, on a le droit spécial. Le droit spécial, c'est plutôt le droit des activités économiques qui va venir donner une couche de réglementation et permettre un peu d'avancer en direction des opérateurs de Bitcoin qui développent leur activité autour de ça. Alors tout d'abord, le Bitcoin comme objet de contrat. Dans un contrat à titre onéreux, il y a deux prestations. Il y a classiquement une prestation principale, sans doute c'est l'objet du contrat. Donc je vends un immeuble, et bien l'immeuble est l'objet du contrat. D'accord ? C'est vraiment ce pourquoi le contrat est conclu. Et puis il y a évidemment une contre-prestation, puisque c'est à titre onéreux, une prestation monétaire, on va payer l'objet principal avec quelque chose. C'est comme ça qu'on rémunère la prestation principale. Quels sont effectivement les risques qui méritent cet effort de régulation? Alors, on a vu la volatilité. C'est effectivement très bien Bitcoin. Quand on avait en février 2011 un Bitcoin qui valait encore moins de $1 et qui est passé à fin novembre 2013 à 1 240 $. On s'est beaucoup enrichi. Si on avait acheté à fin novembre 2013 $1 à un Bitcoin et qu'on l'avait cédé quelques mois après, on aurait vu les 3/4 de sa mise. Donc il y a une volatilité qui est source d'instabilité financière. Comme ça a été dit par plusieurs intervenants, une difficulté également, ce sont les risques de contrepartie, liquidité et les risques opérationnels. On est en train de rentrer dans un environnement qui est un environnement dans lequel ces technologies, ces capacités d'avoir un système distribué, décentralisé, eh bien, nous l'avons déjà vécu dans d'autres environnements que celui dont nous parlons aujourd'hui. On l'a connu pour l'information avec des organisations comme Wikipédia pour la connaissance. Et l'année dernière, en 2013, on a imprimé la dernière encyclopédie Britannica, vous savez, elle est numérotée puisque ce sera la dernière qui ne sera jamais publiée.
Donc ça veut dire qu'il y a une tendance en général aujourd'hui à faire qu'on est en train d'entrer dans ce monde numérique dans lequel les infrastructures totalement distribuées, décentralisées, ont plutôt un bon succès et ont plutôt tendance à se développer et se développer de façon assez sûre dans le temps. En macro, ce pragmatique qu'on n'a pas toujours, finalement on l'a assez bien sur un plan fiscal. C'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, on ne sait pas très bien comment tout ça fonctionne, on n'est pas prêt de faire vraiment un constat sur la façon dont ça va fonctionner. Par contre, on est super à l'aise pour expliquer que la fiscalité, bien sûr, va s'imposer et que, évidemment, et je fais partie des gens qui le disent très souvent, évidemment, si on réalise des profits avec Bitcoin, on ne peut pas payer les impôts ici. Et je fais partie des gens qui le disent. Mais on sent bien que, alors qu'on a beaucoup de mal à définir, et qu'on définit de façon un peu négative en disant ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, par contre, quand il s'agit de l'impôt, là on sait ce que c'est, là on va payer plutôt de la plus-value, on va payer le billet, on voit bien que le billet ça fonctionne, et on oublie de parler du fonds social, parce qu'il arrive de temps en temps il y a des freelances graphiques, des développeurs reçoivent quelques bitcoins contre leur travail, les charges sociales devront s'appliquer peut-être un jour. Aujourd'hui, on n'a toujours pas traité ce sujet. Ça fait partie des sujets qui restent à traiter aux États-Unis. Il y a 5 ou 6 points à l'intérieur des recommandations qui sont données qui obligent les entreprises maintenant à payer des charges sociales sur ces aspects-là. Ils sont super précis à tel point que les entrepreneurs américains me disent souvent, je l'ai rencontré encore la semaine dernière, ils me disent c'est pas mal quand même chez vous parce qu'en fait il y a tellement peu de réglementation pour l'instant, sinon c'est bien mieux que les États-Unis sur lesquels on sait exactement tous les impôts qu'on va devoir payer sur le Bitcoin. Donc il y a une sorte de changement ici qui est intéressant. Moi il ne me rassure pas du tout pour les entreprises que je défends. Parce que pour les entreprises que je défends, je sais aussi qu'on a parfois tendance à avoir une capacité à pouvoir fiscaliser de façon rétroactive, ça nous est arrivé de temps en temps. Et ça est tout à fait menaçant pour les entreprises, qui sont en train de monter des business, en train de monter des activités, et sur lesquelles très franchement, on peut se poser la question de savoir si c'est le meilleur endroit aujourd'hui, en France, l'endroit où on pourrait le faire, plutôt que de faire dans d'autres pays. Et comme je défends en fait l'économie des startups ici en France, je préfère que les startups se créent ici et développent de la valeur ici.